Il existe une histoire qui raconte que la pizza margherita a été créée par Raffaele Esposito lorsque la reine Margherita d'Italie a visité Naples en 1889 et il a disposé de la tomate, de la mozzarella et du basilic sur la pizza pour représenter les couleurs du drapeau de la toute nouvelle Italie unifiée. Une histoire charmante mais avec très peu de preuves pour l'appuyer. En fait, une chose est certaine, la pizza, peut-être sous un autre nom, existait déjà à Naples depuis des décennies. Donc, en utilisant des documents du milieu du 19e siècle, je m'efforce de découvrir à quoi ressemblait la pizza margherita originale. Recréer la pizza margherita originale telle qu'elle était à Naples au 19e siècle est en quelque sorte une tâche impossible. Voyez-vous, aujourd'hui, il existe une association en Italie qui a codifié exactement ce que doit être la pizza napolitaine. Mais il y a 150 ans, il n'existait pas une telle association et les nombreux pizzaiolos de Naples avaient chacun leur propre version de ce qu'ils considéraient comme une pizza. Sachez qu'à cette époque, la plupart des gens, surtout en dehors de Naples, considéraient la pizza comme un dessert. C'était un peu comme un cheesecake sucré. Et la pizza salée, celle à laquelle nous pensons aujourd'hui, était la nourriture des plus pauvres de Naples, les lazzaroni. Donc sans recette précise à suivre, je vais devoir me fier aux descriptions contemporaines du 19e siècle qui décrivent au moins à quoi ressemblait cette pizza salée. Comme aujourd'hui, il existait de nombreuses façons de garnir ces pizzas, notamment avec de l'huile d'olive, de l'ail et des anchois. Mais en 1853, nous obtenons une description de ce qui pourrait être la toute première pizza margherita. La pizza est une spécialité des Napolitains, en effet de la ville de Naples elle-même. Certaines sont recouvertes de fromage râpé et assaisonnées avec du lard, puis quelques feuilles de basilic sont placées dessus. Par-dessus, de fines tranches de mozzarella. Parfois, on utilise des tranches de jambon, des tomates, de petites palourdes, etc. Il mentionne donc du fromage râpé, des tranches de mozzarella, des tranches de tomates et du basilic. Et si le pizzaiolo n'y met ni palourde ni jambon, alors on a une pizza margherita. Donc, pour réaliser cette version de la pizza margherita, il vous faudra 2 tasses et demie ou 300 g de farine 00 ou de farine à pain, 3/4 de tasse ou 175 ml d'eau, une demi-cuillère à café ou 1,5 g de levure sèche et une cuillère et demie à café de sel. Mélangez la levure dans l'eau, laissez reposer quelques minutes pour qu'elle se dissolve, puis ajoutez 2 tasses de farine et le sel et commencez à travailler les ingrédients. Au fur et à mesure, ajoutez de la farine jusqu'à obtenir une pâte grossière et irrégulière. Il est possible que toute la farine ne soit pas nécessaire. Ensuite, renversez la pâte sur le plan de travail et commencez à la travailler jusqu'à ce qu'elle soit prête à être pétrie. Vous pouvez continuer à ajouter de la farine si nécessaire. Une fois que la pâte est bien formée, pétrissez-la pendant environ 7 à 10 minutes jusqu'à obtenir une belle boule de pâte lisse. Ensuite, huilez un saladier, placez-y la pâte, mettez un peu plus d'huile d'olive sur le dessus, couvrez avec un torchon humide et laissez lever pendant au moins 2 ou 3 heures, mais idéalement pendant 24 heures au réfrigérateur. Cela permettra vraiment aux saveurs de la pâte de se développer. Maintenant, ceci n'est qu'une version de la pâte à pizza qui aurait pu être faite, car on ne sait pas vraiment exactement à quoi ressemblait la pâte. En réalité, elle ne ressemble probablement pas à la pâte utilisée à Naples aujourd'hui. Ils auraient probablement surtout utilisé du levain, mais ils avaient aussi de la levure compressée. Mais la vraie question est de savoir à quel point ce pain était levé. Alexandre Dumas a dit que la pizza était faite avec la même pâte que le pain, ce qui impliquerait que la pâte est bien levée. Mais en 1847, Gaetano Valeriani a écrit que ces pizzas sont de simples pains plats et focaccia faits avec une pâte de blé sans levure et donc indigestes. Il ajoute que les bords de la pizza sont relevés, suggérant qu'elle est levée. Peut-être qu'il ignore le rôle de la levure, je ne sais pas. Mais l'idée, c'est que cela variait probablement d'un pizzaiolo à l'autre. Je veux dire, même en Italie aujourd'hui, la pizza varie d'une ville à l'autre, d'une rue à l'autre même, et c'est justement ce qui la rend passionnante. Tu peux avoir plein de pizzas, toutes un peu différentes, et c'est une chose que j'aime vraiment dans le fait de voyager, c'est que ce n'est jamais pareil, la variété des plats que tu peux découvrir à chaque fois que tu voyages dans un nouvel endroit. Et maintenant, revenons à notre pizza. Une fois que la pâte a levé, divise-la en 2 pour faire des pizzas individuelles ou laisse-la entière si tu veux faire une grande pizza. Je dirais que la petite taille sera beaucoup plus facile à manipuler si tu ne fais pas des pizzas tout le temps, comme moi. J'aimerais bien en faire souvent, mais ce n'est pas le cas.
Donc il faut façonner cette pâte en un disque fin, ce qui peut être un peu délicat. Et place-la sur une pelle à pizza qui est bien saupoudrée de semoule parce que tu vas faire glisser la pizza dans le four. Et même après avoir mis la pâte sur la pelle, tu devrais encore pouvoir la travailler pour en faire un cercle plus régulier. Et ensuite, c'est le moment de mettre tes garnitures. Et quelles devraient être exactement ces garnitures? Aujourd'hui, les pizzas margherita sont généralement faites avec de la sauce tomate. Mais dans toutes les anciennes descriptions, je n'ai jamais vu de sauce tomate pour ce type de pizza. Elle n'était utilisée que pour la pizza marinara qui était faite avec de la sauce tomate et des anchois. Ce n'est pas celle-ci. Toutes les autres pizzas qui contiennent des tomates, il est indiqué qu'il s'agit de tomates tranchées, comme Samuel Morse, célèbre pour le code Morse, a décrit la pizza à Naples dans les années 1830, c'est une espèce des plus écœurantes. Un gâteau recouvert de tranches de pomodoro ou de tomates, et saupoudré de petits poissons et de poivre noir, et je ne sais quels autres ingrédients. Dans l'ensemble, cela ressemble à un morceau de pain qu'on a sorti tout puant de l'égout. Pas fan, très bien, bon à savoir, j'espère que la mienne ne ressemblera pas à quelque chose qui sort de l'égout. Donc, les tomates que j'utilise s'appellent des mini Marzano et elles devraient avoir la même saveur que les traditionnelles San Marzano que je n'ai pas pu trouver à cette période de l'année, mais vous pouvez aussi utiliser des tomates Roma. Celles-ci ont une taille plus adaptée, mais la saveur diffère un peu. Pour le fromage, j'utilise de la mozzarella, mais deux sortes différentes, et c'est à cause d'une description qui est probablement la plus détaillée du type de pizza que nous voulons faire, qui date des années 1860. Mais en réalité, elle a été écrite par un Anglais qui est allé à Naples, puis est revenu en Angleterre et essayé d'expliquer la pizza à ses compatriotes. Que veux-tu dire par la pizza? Eh bien, la pizza est une délicatesse napolitaine très appréciée, qui n'est préparée et consommée qu'entre le coucher du soleil et 2 ou 3 heures du matin, et elle doit être cuite au four en 5 minutes. Au moment même où elle est commandée, elle est sortie du four et servie brûlante. Sinon, elle ne vaut pas un sou. Le pizzaiolo prend une boule de pâte, la pétrit et l'étale avec la paume de sa main en lui donnant à peu près l'épaisseur d'un muffin. Puis il verse dessus de la mozzarella qui n'est rien d'autre qu'une crème riche battue presque comme un fromage à la crème. Ensuite, il ajoute du fromage râpé, des herbes et de la tomate. Mais le gâteau qui préparé de cette façon est appelé la pizza. Juste 5 minutes au four et le sert aussi chaud que possible. Le fromage et la crème sont totalement fondus et mêlés aux herbes et à la tomate. La croûte extérieure doit, dans le cas d'une pizza parfaite, posséder un certain croustillant dans les règles de l'art. Il parle de mozzarella râpée ou tranchée, nécessitant une mozzarella ferme comme la mozzarella di bufala. Mais ensuite, pour la mozzarella crémeuse qu'il assimile à du fromage à la crème, je pense qu'il parle de la stracciatella qui se trouve à l'intérieur d'une boule de burrata. Vous pouvez en fait sinon la verser, du moins l'étaler sur votre pizza. Ensuite, vous pouvez recouvrir cela avec les tranches de tomates, puis quelques morceaux de mozzarella plus fermes, et enfin vous pouvez mettre le basilic par-dessus. En réalité, il faut mettre le basilic sur le dessus uniquement si vous avez un four à pizza au feu de bois atteignant 900 degrés Fahrenheit, parce que dans ce cas, vous n'avez besoin de cuire cette pizza que pendant environ 90 secondes, peut-être 2 minutes. Mais si vous n'avez pas ça, si vous avez juste un four ordinaire comme moi, alors il faudra cuire la pizza pendant 8 ou 9 minutes. J'attendrai pour ajouter le basilic à mi-cuisson, sinon il risque de brûler. Aussi, si vous utilisez un four traditionnel, vous allez vouloir vous procurer une pierre à pizza afin de pouvoir la chauffer et obtenir une surface vraiment chaude dans le four sur laquelle vous pourrez ensuite glisser la pizza. Aussi, vous remarquerez que lorsque j'ai glissé la pizza dans le four, le ventilateur a soufflé tout le basilic que j'avais mis dessus, donc j'ai dû le rajouter plus tard de toute façon. Donc, comme je l'ai dit, avec un four à bois, à 900 degrés 90 secondes à 2 minutes suffisent pour un résultat parfait. Si vous avez un four classique qui chauffe à environ 230 ou 260 degrés Celsius, alors il vous faudra 8 ou 9 minutes au four, ce qui devrait me laisser largement le temps de vous ramener dans le Naples du 19e siècle. J'ai récemment reçu de nombreuses demandes pour le livre de cuisine Tasting History dédicacé, notamment la version italienne, probablement en raison de la fête des pères pour la version anglaise. Je mets un lien en description pour commander si vous en voulez. L'histoire de la pizza à Naples remonte très loin, probablement aux Étrusques. Ils prenaient du pain plat, ajoutaient divers ingrédients dessus et cela donnait une pizza. Mais la pizza telle qu'on la connaît aujourd'hui ne commence vraiment à exister, d'après ce que l'on sait, qu'à partir du XVIIIe siècle.
Avant cela, la plupart des pizzas faisaient référence à une sorte de pain sucré. J'en ai d'ailleurs déjà fait une version ici sur la chaîne. C'était un peu comme une brioche avec beaucoup de sucre dessus. Et c'est en fait ce que la plupart des gens considéraient comme étant de la pizza jusqu'au début du XXe siècle. En 1891, Pellegrino Artusi a publié un livre de cuisine qui a été pendant de nombreuses années la Bible de la cuisine italienne. Et dedans, il a inclus 2 recettes de pizza. L'une était une croûte farcie de crème pâtissière, de raisins secs et de pignons de pain, et l'autre, qu'il appelait pizza à la napolitaine, était une pâte brisée garnie de ricotta, d'amandes et de sucre. Délicieux, je n'en doute pas, mais une pizza, pas vraiment selon les critères actuels. Même si j'adorerais voir un restaurant affirmer qu'il est vraiment engagé dans la cuisine italienne historiquement authentique, et lorsque les gens commandent une pizza, c'est ce qu'ils servent, une croûte farcie au fromage et aux pignons de pain, en gros un cheesecake, et ils refusent ensuite de l'enlever de l'addition quand on se plaint que ce n'est pas une pizza, car techniquement, c'en est une. Et c'est pour ça que je ne travaille plus dans la restauration, parce que c'est comme ça que je gérerai mon restaurant. De toute façon, ce n'est pas parce que Pellegrino Artusi considérait la pizza sucrée comme un dessert que la plupart des gens à Naples à cette époque étaient d'accord avec lui. Pour les gens du peuple, la pizza était la pizza comme nous la concevons, ou du moins une version de celle-ci. Et Alexandre Dumas, lorsqu'il a visité Naples, c'est l'auteur des 3 Mousquetaires, il a parlé du fait que pour la plupart des Napolitains, ils mangeaient 2 aliments, la pizza et la pastèque. Le Lazzaroni mange, comme nous l'avons dit, des pizzas et de la pastèque. De la pastèque en été, des pizzas en hiver. La pizza est une sorte de pain plat. Elle existe en différentes tailles, selon le prix. Une pizza à 2 centesimi suffit pour un homme. Une pizza à 2 soldi devrait nourrir toute une famille. À première vue, la pizza semble être un plat simple, mais en y regardant de plus près, c'est un plat complexe. Il y a la pizza à l'huile, la pizza au lard, la pizza au saindoux, la pizza au fromage, la pizza à la tomate, la pizza au petit poisson. Et il dit que le prix n'est pas seulement déterminé par la taille, mais aussi par les ingrédients que vous mettez dessus. Comme aujourd'hui, cela peut changer le prix, contrairement à aujourd'hui, du moins je l'espère. Un autre facteur influençant le prix de la pizza est sa fraîcheur. On ne peut pas vendre une pizza d'hier au même prix qu'une faite aujourd'hui. Certaines, vieilles d'une semaine, conviennent au petit budget. Celles-ci peuvent remplacer avantageusement le biscuit de mer. Dumas propose donc d'utiliser de la pizza vieille d'une semaine en substitut du biscuit de mer. Maintenant, je pense que ces pizzas vieilles d'une semaine n'étaient généralement pas vendues dans les pizzerias, mais plutôt dans la rue, parce qu'un pizzaiolo traditionnel aurait un établissement où il préparerait réellement la pizza. Ensuite, ces pizzas, découpées en plusieurs parts individuelles, sont confiées à un jeune assistant qui va les vendre au coin de la rue sur un stand portable. Et là, il reste presque toute la journée avec ces parts de pizza qui gèlent dans le froid, jaunissent au soleil et sont mangées par les mouches. Lorsque le stock s'épuise, le pizzaiolo le renouvelle même tard dans la nuit. C'est cette pizza qui est vendue aux plus pauvres de Naples, les Lazzaroni. Et pour beaucoup de personnes vivant en dehors de l'Italie, ou même en dehors de Naples, la pizza est considérée comme à peine meilleure que des déchets, comme vu Samuel Morse l'a comparé à quelque chose des égouts. Et beaucoup d'autres descriptions disent qu'elle est généralement presque entièrement brûlée au point d'être immangeable. Mais peut-être que la description la plus acerbe de la pizza que j'ai pu trouver vient en réalité de Carlo Collodi, qui a écrit Pinocchio, car il ne parle pas seulement de la pizza, mais aussi du pauvre garçon qui la vend dans la rue. Cette noirceur du pain grillé, cette blancheur de l'ail et des anchois, ce vert jaunâtre de l'huile et des petites herbes frites, et ces morceaux de tomates. Ici et là, ils donnent à la pizza un air de saleté élaboré qui s'harmonise parfaitement avec l'apparence du vendeur. Mais je crois que même la pire des pizzas, une pizza brûlée vieille d'une semaine, vaut encore mieux que pas de pizza du tout. Et il semble que la majorité de la population de Naples, qu'elle soit pauvre ou riche, était d'accord. Car il n'y a personne, haut placé ou humble, du premier duc napolitain jusqu'au plus modeste Lazzaroni, pour qui manger de la pizza ne soit pas un principe fondamental.
La pizza est le seul véritable nivelleur social car dans les pizzerias, riches et pauvres se rassemblent harmonieusement. Ce sont les seuls endroits où les membres de l'aristocratie napolitaine, bien plus hautains que ceux de toute autre région d'Italie, peuvent se retrouver à mâcher leurs friandises préférées côte à côte avec leurs propres cochers, valets et barbiers. Les pizzerias sont parmi les endroits les plus sales de Naples et quiconque connaît Naples admettra que cela veut vraiment tout dire. Une description d'une de ces pizzerias datant de 1853 indique qu'entre 11h du matin et 15h, le magasin est absolument bondé de jeunes hommes qui n'ont pas de travail où aller. Et un garçon de la taverne d'à côté viendra prendre une commande de boisson, parce qu'en général, il ne pouvait pas vendre de vin dans la pizzeria. Et puis, il restait tout cela à manger et à boire jusqu'à ce que leurs estomacs n'en puissent plus. Ensuite, il décrit une scène qui nous est aussi familière aujourd'hui qu'elle l'était en 1853, une scène qui se joue dans les restaurants du monde entier chaque fois qu'un groupe d'amis se réunit pour un repas. Il dit qu'après que la dernière part de pizza ait été mangée et que la dernière gorgée de vin ait été bue, viennent alors les douloureuses notes de paiement. Souvent, à ce moment-là, un membre de la joyeuse compagnie disparaît sous prétexte d'une nécessité urgente. Souvent, ils peinent à rassembler entre eux la somme correspondant à ce qui a été mangé et bu. Souvent, celui qui garde encore un brin de pudeur, afin de ne pas faire triste figure, paie pour tout le monde sans jamais espérer être remboursé. C'était chaque repas que j'ai pris avec mes amis à l'université. Personne ne voulait payer, alors l'un de nous finissait toujours par régler, et comme c'était avant Venmo, on ne récupérait jamais l'argent. Bref, il y avait d'autres pizzerias qui étaient plus sympas. Elle s'adressait à une clientèle plus aisée. Et c'est de l'un de ces pizzaiolos que vient l'histoire de l'origine de la pizza margherita. C'est ce qu'on appelle l'histoire communément admise, ce qui veut généralement dire qu'elle a été inventée. L'histoire raconte qu'en juin 1889, la reine Margherita et son mari Umberto Ier, roi d'Italie et président de la Société des moustaches luxueuses, sont arrivés à Naples pour célébrer le Risorgimento. Il s'agissait d'une reconstruction complète d'une grande partie de Naples après une épidémie de choléra dévastatrice en 1884. Pendant leur séjour à Naples, au palais de Capodimonte, ils ont décidé qu'ils voulaient goûter à la cuisine locale. Ils ont donc fait venir le pizzaiolo le plus renommé de la région qui était Raffaele Esposito, accompagné de sa femme Maria Giovanni Brandi. À leur arrivée, ils présentent au couple royal 3 pizzas, l'une avec de l'huile d'olive, du fromage et de l'ail, une autre avec des sardines et des anchois, et une dernière avec des tomates, de la mozzarella et du basilic. Ces 3 ingrédients ont été choisis pour symboliser les couleurs du drapeau national de leurs Altesses royales. Et bien qu'ils aient apprécié les 3, la reine Marguerite déclara que c'était la 3e pizza qui était de loin la meilleure, et ainsi, Raffaele décida de la nommer en son honneur la pizza margherita. Pour couronner le tout, le roi et la reine firent envoyer une lettre à la pizzeria quelques jours plus tard. Elle était datée du 11 juin 1889, bureau d'inspection de la bouche. Très estimé, signore Raffaele Esposito Brandi, je vous confirme que les 3 types de pizza que vous avez préparés pour leur majesté le roi et la reine ont été jugés excellents. Bien à vous, Gali Camillo, chef des services de la maison royale, un conte charmant qui a été raconté d'innombrables fois. Mais y a-t-il la moindre part de vérité dans cette histoire ? Eh bien, dès le départ, nous savons que cela ne peut pas être tout à fait vrai, car les archives montrent que le couple royal n'était jamais ensemble au palais de Capodimonte lors de cette visite. Ils étaient dans un autre palais, mais c'est du pinaillage. Vous savez, certains détails se sont un peu embrouillés au fil des récits. Le reste pourrait tout à fait être vrai. Je veux dire, il y a même une lettre qui en parle. Elle ne mentionne pas spécifiquement la pizza margherita, mais elle dit que toutes les pizzas étaient merveilleuses. Et cette lettre existe encore aujourd'hui. Mais voilà le problème. Cette lettre n'a été retrouvée que des décennies après l'événement. Elle n'a été découverte comme par hasard que dans les années 1930, peu de temps après, les neveux de la femme de Raffaele, Giovanni et Pasquale Brandi ont repris la pizzeria et ont changé le nom de l'établissement en Pizzeria Brandi, qu'elle porte encore aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement le fait qu'ils aient trouvé cette lettre.
à un moment où ils étaient en train de se réinventer, c'est aussi le fait que dans la lettre, il est fait référence à Raffaele Esposito Brandi. C'est plutôt suspect puisqu'il est peu probable qu'il ait pris le nom de famille de sa femme en 1889. Un autre problème est que, comme l'a souligné l'historien Zachary Noack, la signature de Camillo Galli est complètement différente de celle que l'on trouve sur n'importe quel autre document officiel. Ajoutez à cela le fait que le sceau sur le document est un modèle qui n'a été utilisé que des décennies après la prétendue création de la lettre, on peut donc affirmer avec une relative certitude qu'il s'agit d'un faux Mamma Mia. Ce que je trouve intéressant, c'est que même si Raffaele Esposito a changé le nom de sa pizzeria en Pizzeria della Regina d'Italia ou Pizza de la Reine d'Italie, il l'a fait en 1883, soit 6 ans, avant le voyage de Marguerite à Naples. Il s'avère qu'à cette époque, il était très courant de demander la permission pour que quelque chose soit nommé établissement officiel du roi ou de la reine. C'était un peu comme aujourd'hui quand une pizzeria peut afficher une enseigne disant « la meilleure pizza du monde ». Qui décide vraiment de ça ? Mais ce qui est clair, c'est que bien avant que la lettre n'apparaisse et le changement de nom en Pizzeria Brandi, cette famille essayait déjà d'associer leur pizzeria à la reine. Et il s'avère que cela se produisait déjà avant l'époque de Raffaele Esposito. En 1880, le journal romain Il Bersaglieri a publié une histoire racontant qu'un pizzaiolo avait été convoqué au palais de Naples parce que le roi et la reine souhaitaient goûter une pizza. Lorsqu'il arrive, la reine Marguerite lui demande quel type de pizza il propose et il lui donne une liste de 35 façons différentes de préparer la pizza. Et elle en a commandé une avec du poisson et une avec des crevettes. Puis le lendemain, il revient avec tous les ingrédients. Finalement, après avoir fait frire et cuire, parfumée et appétissante, la reine en goûta un peu et en fut très satisfaite. Une grande joie et une vive émotion envahirent le pizzaiolo qui demanda la permission de placer les armoiries royales sur sa pizzeria. Le pizzaiolo de cette histoire était en réalité Giovanni Brandi, le beau-père de Raffaele Esposito. Alors, est-ce vrai ? Je ne sais pas, mais au moins c'est documenté dans un journal de l'époque où cela était censé s'être produit. Ce qui est intéressant, c'est que les pizzas qu'elle commande ne sont pas celles qui deviendront connues sous le nom de pizza margherita. Elle ne commande aucune pizza avec des tomates, de la mozzarella et du basilic comme celle que je m'apprête à goûter maintenant. Après 5 minutes au four, ajoutez le basilic sur la pizza, laissez cuire 3 à 4 minutes de plus, puis servez aussitôt. Et voilà ma version de la pizza margherita originale du 19e siècle à Naples. Alors, les anciennes descriptions disent qu'elle doit être servie immédiatement, mais ça fait déjà quelques minutes et elle a déjà un peu perdu de son éclat. Mais ce n'est pas grave, je vais quand même la manger. C'est tellement bon. Mais c'est tellement différent parce que sans la sauce tomate, c'est juste différent. En fait, on sent encore plus la saveur des tomates, ce qui est très intéressant. Mais j'aime bien cette stracciatella, ce fromage crémeux au fond. Oui, c'est tellement bon. Je dois dire, la croûte est dure, mais elle n'est pas assez croustillante, sûrement parce que je n'ai pas de four à pizza. On peut obtenir un certain niveau de croustillant avec une pierre à pizza, mais ce ne sera jamais pareil que si vous avez un four à pizza au feu de bois. Peut-être qu'un jour j'en aurai un, mais je ne devrais pas car je ferai des pizzas tout le temps et je n'ai pas besoin de manger de la pizza tout le temps. Ou plus probablement, je l'utiliserai une fois et je ne m'en servirai plus jamais. Quelqu'un dans ma famille a un four à pizza qui, je suis presque sûr, n'a été utilisé qu'une seule fois. Mais ce n'est pas grave. Il y a tant d'endroits où déguster une excellente pizza cuite au four à pizza. Il n'y a pas de mauvaise pizza, c'est ce que je veux dire. Même une pizza noire vieille d'une semaine vendue dans les rues de Naples au 19e siècle restait probablement très bonne. Oui, c'est de la pizza. Que dire ? C'est délicieux. Ce n'est pas ce qu'on trouve à Naples aujourd'hui, mais d'après toutes les anciennes descriptions,
Ce n'est pas ce que vous allez trouver à Naples aujourd'hui. Et c'est très bien comme ça. J'aime vraiment ces tomates, par contre. Elles sont petites, mais elles sont vraiment sucrées. Les San Marzano. Ce sont les mini Marzano et la saveur de la tomate est vraiment très prononcée. Et c'est sucré. Vraiment bon. Donc je vais littéralement manger toute cette pizza en une seule fois parce que c'est tellement bon. Alors vous devriez aller faire votre propre pizza ou aller en acheter une. Aussi, le lien pour les exemplaires signés de Tasting History se trouve dans la description si vous en voulez un. Et je vous retrouve la prochaine fois sur Tasting History. Retour à la pizza.